enfants savent à quoi ressemble un pirate. Un corsaire avec un cache-œil et un perroquet perché sur son épaule. Cette perception des pirates et de la piraterie, qui influence encore profondément la culture moderne, a été façonnée par des auteurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Ces notions hautement fantaisistes ont été inspirées par les corsaires et les boucaniers de l'âge d'or de la piraterie, qui a duré environ de 1650 à 1730. Mais les pirates commencèrent à sillonner les mers bien avant cela. Le banditisme maritime existe depuis presque aussi longtemps que la navigation maritime elle-même. Les origines du terme moderne de piraterie remontent au mot grec ancien, peraomé, qui signifie tentative. Comprendre tentative de vol. Peu à peu, ce terme s'est transformé en un terme grec à consonance similaire signifiant brigand, puis en un terme latin, pirata. Les pirates de l'Antiquité n'ont laissé aucune trace archéologique. Les preuves historiques de leurs actions, des raisons pour lesquelles ils les faisaient et des tentatives faites pour réprimer leurs expansions proviennent entièrement de sources écrites. Celles-ci permettent de se faire une idée de la menace que représentaient les pirates et révèlent que cette pratique était répandue dans toute l'Antiquité. La piraterie dans le monde antique peut être liée en partie à la géographie. Le caractère accidenté de la région méditerranéenne favorisait souvent les moyens de subsistance maritime plutôt qu'agricoles. Au cours de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, les occupants des établissements côtiers dépendaient beaucoup des ressources marines, le poisson, les mollusques, les algues et le sel. La plupart des habitants et ces régions possédaient un bateau et avaient à la fois des compétences maritimes et une connaissance inégalée de la navigation. Si les temps étaient particulièrement durs, ces compétences pouvaient être facilement utilisées pour la piraterie. Des modèles et des images de navires trouvés en Grèce et en Égypte révèlent qu'en 3000 avant JC, un large assortiment d'embarcations naviguait régulièrement en Méditerranée. Au cours des premiers millénaires de la navigation maritime, alors que celle-ci n'en était qu'à ses débuts, les navires étaient incapables de parcourir de longues distances en eau libre et restaient donc près des côtes. La navigation était donc limitée à quelques routes navigables, comme celle qui reliait l'Égypte à l'île de Crète. Les navires chargés de marchandises se déplaçaient le long de ces voies côtières. Les côtes accidentées de la Méditerranée constituaient un autre avantage pour les pirates. De nombreuses criques permettaient à leurs navires de rester à l'abri des regards jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire demi-tour. Les navires marchands manquaient de vitesse et de maniabilité. Les pirates étaient plus rapides et plus agiles. Tout au long des 5e et 4e siècles avant notre ère, les États grecs tentèrent d'enrayer la piraterie en recourant à des mesures moins coûteuses, notamment des campagnes sporadiques visant à nettoyer les mers des pirates, la création d'alliances et de pactes comportant des clauses spécifiques interdisant le banditisme maritime, la construction d'avant-postes navals dans des régions populaires auprès des pirates et le recours à des escortes navales pour protéger les navires marchands. Ces mesures s'avèrent insuffisantes pour arrêter les pirates. Au IVe siècle avant JC, Alexandre le Grand pensait que les attaques contre sa marine marchande menaçaient l'invasion qu'il comptait mener sur la Perse. Il créa la première véritable coalition internationale contre la piraterie, à laquelle ses alliés devaient contribuer. Dans la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère, la piraterie redevint une menace considérable pour la navigation en Méditerranée avec l'apparition des célèbres pirates ciliciens, originaires de la région côtière de l'actuelle Turquie. Les redoutables maraudeurs de Cilicie s'en prenaient aux navires céréaliers. Les équipages étaient capturés et réduits en esclavage. Les passagers importants ou riches étaient pris en otage pour obtenir une rançon. Comme les industries agricoles et minières de Rome dépendaient d'un approvisionnement abondant en esclaves bon marché, les Romains étaient d'abord disposés à tolérer les Ciliciens. Mais leur tolérance prit fin en 75 avant JC, lorsqu'un groupe de pirates ciliciens enleva le jeune Jules César. Embarqué pour la mer d'Égée, du haut de ses 25 ans, le bouillant aristocrate s'en va parfaire sa formation auprès d'un sage vivant sur l'île de Rhodès. Mais les flots méditerranéens sont à l'époque truffés de pirates.
Au large de l'île de Pharmakouze, près des côtes de la Turquie, César est enlevé par des Ciliciens de sinistre réputation. Ces forbans sanguinaires écument les mers à la recherche de prisonniers, alimentant un marché aux esclaves florissant. L'accoutrement du jeune homme à la mode romaine signale aux kidnappeurs qu'ils ont réalisé une belle prise. Contre un aristocrate de la bonne société, ils exigeront une rançon autrement plus importante, qu'ils fixent à 20 talents d'argent, une somme colossale équivalente à 700 000 € environ. Contre toute attente, César leur rit au nez. Il s'estime un captif de plus grande valeur, ainsi que le nard Plutarque. Les pirates lui demandèrent 20 talents pour sa rançon. Il se moqua d'eux de ne pas savoir quel était leur prisonnier, et il leur en promit 50. Cette conduite déterminée et imperturbable perdura tout au long de sa captivité. Après avoir envoyé hommes et esclaves rassembler la rançon auprès des gouverneurs voisins, c'était après tout la faute des gardes-côtes grecs si les mers grouillaient de vauriens, César poursuit ses activités, comme si de rien n'était. Il teste de nouvelles plaidoiries auprès de cet auditoire imprévu et leur déclame les vers qu'il compose. Les pirates n'apprécient pas tous son lyrisme. Ceux qui n'en étaient pas touchés, il les traitait en face d'ignorants et de barbares, commente Plutarque. L'impertinent prisonnier menace également de faire pendre ses bourreaux, tout en gardant le sourire. C'est au tour des pirates d'éclater de rire. Rira bien qui rira le dernier. Après 38 jours de captivité, la rançon finit par arriver de la province de Milet, en Anatolie. Comme promis, 50 talents d'argent monnayant la libération du jeune aristocrate. César a sitôt repris le contrôle de la situation. Sans plus attendre, il fait affréter toute une flotte d'hommes en armes dans le port de Milet. L'homme n'est pas d'un naturel compatissant. Son énergie, sa fougue le précèdent dans sa revanche. Il n'a pas à chercher bien loin. Les pirates ont été repérés dans la région. Trop occupés à dilapider leur fortune pour se soucier de leur discrétion. Mal leur en a pris. César leur avait promis une punition à la hauteur de leurs crimes. En plus de récupérer leur butin, il les fait tous crucifier, après avoir ordonné à ses hommes de leur trancher la gorge.